Au jeu de l'évolution, il semblerait que les cartes n'aient pas été distribuées équitablement. Il y a les animaux et il y a les plantes. Mais tous les atouts ne sont-ils pas aux mains des premiers? Seuls les animaux ont un cerveau. Ils peuvent voir, sentir, entendre et communiquer. Seuls les animaux ont des muscles, ce qui donne de l'agilité à leurs pattes ou de la puissance à leurs ailes. Les animaux vont sans cesse de l'avant. Et les plantes alors? Sans nerfs ni muscles, elles paraissent fatalement défavorisées. Mâchées et digérées, les plantes ont apparemment tiré la mauvaise carte. Mais en réalité, elles ont plus d'un tour dans leur sac. Les plantes n'ont rien à envier aux animaux. Dans la vie, pour grandir, il faut savoir où est le haut et où est le bas. Sans le sens de la pesanteur, le poulain ne pourrait jamais se dresser sur ses pattes. Il en va de même pour les végétaux. À peine venus au monde, les racines doivent se frayer un chemin vers le bas dans la terre. De même, le bourgeon doit savoir où est le haut et dans quelle direction il doit pousser, jour et nuit. Les plantes doivent avoir, elles aussi, le sens de la pesanteur, sans quoi elles ne pousseraient jamais. À l'Institut de biologie gravitationnelle de l'Université de Bonn, Jans Hauslage et Nicole Grugel étudient justement le sens de la pesanteur des plantes. Comment les tulipes savent-elles qu'elles sont à l'envers et qu'elles doivent se redresser pour être de nouveau à l'endroit? La réponse se trouve au fond de ce bassin. Nicole et Jens pêchent des charophytes. À première vue, il s'agit d'algues tout à fait ordinaires, mais pour les biologistes, elles sont extrêmement précieuses et vous allez voir pourquoi. Les charophytes sont capables de se régénérer. Les petits morceaux que l'on a coupés repoussent. Elles forment une espèce de racine, une cellule géante transparente qui pousse vers le bas pour se fixer dans le sol. Une cellule radiculaire qui ressemble à du verre. Et au microscope, elle nous montre comment elle se ferait un chemin vers le bas. Elle utilise de petits cailloux lourds appelés statolites. Grâce à leur poids, ceux-ci se déposent au fond et indiquent la direction vers le bas. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Jens place la racine en position transversale. Pour lui, ce n'est qu'une simple manipulation. Pour la racine, c'est une situation complètement nouvelle. Et ces statolites réagissent sans tarder. Ils suivent la pesanteur et entraînent la racine vers le bas. Sa paroi supérieure pousse plus vite que sa paroi inférieure, ce qui forme une courbe parfaite. Et il en va ainsi jusqu'à ce que tout soit rentré dans l'ordre et que les statolites aient retrouvé leur place.
Les plantes s'orientent donc selon la gravité. Cela vaut pour la racine comme pour la tige, mais l'une et l'autre poussent en sens inverse. La jeune vesse des haies utilise en outre son toucher pour grimper en spirale. En haut, il y a plus de lumière, et la lumière est synonyme d'énergie. Si elles arrivent à se frayer un chemin vers le haut, elles ne sont cependant pas au bout de leur peine. L'éléphanteau se débrouille très bien avec la gravité. Mais pour le moment, il a une très grosse faim et pour cela, il s'en remet à sa trompe. Elle flaire le bon lait dont il a besoin pour calmer sa faim, comme tout jeune mammifère qui se respecte. Seuls les animaux semblent être en mesure de trouver de la nourriture de cette manière. Mais c'est sans compter avec la cuscute qui, elle, s'attaque aux tomates. Nous sommes dans les serres de l'université de Pennsylvanie. Sous l'œil attentif des scientifiques, la cuscute nous montre de quoi elle est capable en envahissant tout simplement un plant de tomates. Consuelo de Moraes et son équipe de chercheurs observent religieusement comment elle tire les ficelles et comment elle forme des fleurs et des capsules. Tout ce dont elle a besoin provient des tiges de tomates. Elle les perfore et les suce. Un véritable parasite. Sans tomates, elle serait condamnée. Mais comment cela commence-t-il? Comment un petit germe de cuscute trouve-t-il sa première tomate? Par hasard? Les scientifiques font le test, puis passent la séquence en accéléré. Le germe se dirige résolument vers le plant de tomate. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Prise d'assaut réussie. Désormais, la cuscute peut se nourrir exclusivement de la sève de la tomate. Mais on ne sait toujours pas comment le germe a atteint son but. Pour Consuelo, c'est la question cruciale. Le problème de la cuscute, c'est qu'elle doit repérer rapidement son plant de tomate, sinon elle meurt. Or, jusqu'ici, personne ne savait exactement comment elle s'y prenait. Nous avions plusieurs hypothèses, mais notre préférée, c'était que la cuscute flaire son hôte. Un test d'odeur va le prouver. Lumière abondante et chaleur estivale constituent les conditions idéales pour les jeunes plants de tomates placés sous cloche. Ils poussent et produisent un parfum, le parfum original de la tomate. Marc Mecher, le mari de Consuelo, est lui aussi biologiste et participe à l'expérience. Il contrôle l'air qui afflue constamment dans les récipients en verre et qui absorbe les molécules odorantes. Celles-ci s'accumulent dans les filtres placés à la sortie. Consuelo extrait le liquide des filtres et obtient ainsi une eau claire et parfumée qu'elle verse goutte à goutte dans un petit récipient en caoutchouc. La cuscute va-t-elle réagir? Ou préférera-t-elle le véritable plant de tomate que l'on a placé sous cloche pour masquer son odeur? Le germe a le choix. L'expérience peut commencer. Le germe semble humer l'air, puis délaisse le plant de tomate à sa gauche pour suivre l'odeur de sa proie présumée. Nul doute, la cuscute s'oriente à l'odeur.
La cuscute a un comportement très sophistiqué qu'on ne s'attendrait pas à trouver chez les plantes, mais plutôt chez les animaux. Comme un animal, la cuscute flaire sa proie, l'attaque et la suce. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Les plantes communes se nourrissent de manière banale et ne peuvent guère rivaliser avec les animaux. Les herbivores se nourrissent des feuilles des arbres. Les pigeonneaux se jettent sur la pape de leur mère, le fameux lait de pigeon. Les grands animaux dévorent les petits. Chaque ressource alimentaire est exploitée au maximum. Il en va autrement pour les plantes. Elles produisent de l'énergie rien qu'avec la lumière du soleil et vont chercher dans l'air et dans le sol ce dont elles ont encore besoin pour se nourrir. Par exemple, l'azote et d'autres minéraux. Du moins, en temps normal. Voici un cas d'urgence, même si ça n'en a pas l'air. Cet étang semble idyllique, l'eau regorge de vie. Mais le sol est pauvre en minéraux. Un désastre pour les plantes. L'utriculaire jaune s'est frayé un chemin entre les feuilles de nénuphar. Elle dévore des animaux aquatiques. Dans l'eau, ces feuilles hérissées utilisent la lumière du soleil comme toutes les plantes. Mais elles sont munies d'utricules. Et elles mènent la vie dure aux daphnies alentour. Brusquement, celles-ci sont prises au piège. Vous venez de voir la plante la plus rapide du monde. Mais revoyons la scène au ralenti. La daphnie touche un des poils hérissés, l'utricule se dilate presque imperceptiblement et aspire sa proie. À l'intérieur, des enzymes de digestion sont sécrétées. En 2 heures, les proies sont décomposées et les minéraux disponibles. L'utriculaire a adopté des habitudes animales et elle n'est pas la seule. Les forêts marécageuses de Bornéo abritent la plante la plus vorace du monde. Ici-bas, les averses quotidiennes charrient quantité de nutriments au sol. La plante tueuse est censée capturer 6000 insectes par heure. Cela paraît impossible. Mais Marlis et Denis Merbach, tous les deux biologistes, ont percé son secret. Les plantes carnivores poussent à foison. Dans les arbres, leurs calices ressemblent à des gobelets et au sol à de petites auges remplies de sucs digestifs. Des népenthès à perte de vue. Les insectes vivent dangereusement dans cette forêt. La paroi est lisse, impossible de s'échapper. Des pièges sont tendus à tous les étages de la forêt. Ils divergent dans la forme, mais utilisent la même tactique. Attirer les insectes avec des couleurs chatoyantes et du nectar. Nectar que la plante recouvre d'un film glissant. Marlis Merbach connaît bien les népenthès. Mais là, c'est la surprise. Denis, regarde, il y a un tétard, viens. Tu le vois? Comment le petit animal se retrouve-t-il là? Et comment résiste-t-il au suc digestif? La plante la plus vorace au monde, la voici.
Nepenthes albomarginata. Littéralement, Nepenthes à bord blanc. À notre grande déception, elle a l'air inoffensif et n'a récolté qu'un maigre butin. La plante d'à côté ne fait guère mieux, du moins en apparence. Marlis regarde de plus près. L'albomarginata est pleine à craquer. Il y a des centaines, voire des milliers d'insectes dans cette plante. Ce sont tous des termites de la même espèce. On dirait qu'ils sont tous dans le même état de décomposition. Autrement dit, ils ont dû tomber dans l'urne en même temps. Des milliers d'un coup, comment est-ce possible? Denis découvre l'indice clé en prenant une photo. Dans le viseur de son appareil, il remarque que le bord blanc de l'urne est souvent brun et qu'il a l'air rongé. Ce bord pourrait-il servir d'appât pour les termites? Ce sont les insectes eux-mêmes qui vont nous donner la réponse. Bien qu'aveugles, les ouvrières avancent à toute allure. Elles suivent l'odeur de leurs éclaireuses. Et celle-ci les conduit directement jusqu'à une albomarginata. Les termites sont dans tous leurs états. Dans la précipitation, ils mordent à pleine mandibule le bord blanc de la plante. Certains emportent des morceaux, une nourriture riche en protéines pour le couvain. Rassasiés, les premiers repartent, mais d'autres accourent. De plus en plus d'insectes tombent sur la paroi glissante. Et voilà comment la plante vorace se remplit la panse. Les termites ainsi entassés sont condamnés. Ils apporteront à la plante des minéraux qui leur permettront de construire de nouveaux pièges à termites. La quête de nourriture rend les plantes inventives. Mais à quoi bon trouver la meilleure alimentation quand on se fait soi-même manger? Par des charançons, par exemple, qui aiment tout particulièrement perforer les urnes de jeunes Nepenthes, détruisant ainsi leurs pièges. Une attaque sans riposte. Les plantes semblent être à la merci de leurs ennemis. À l'inverse des animaux. En cas de danger, ils peuvent fuir, se cacher ou se défendre. Cela vaut même pour le paisible pigeon. Et les plantes. Pour étudier les espèces végétales capables de se défendre, un détour par la côte ouest du Mexique s'impose. Voici la plage de Cicatela, ou plage aux épines, et on comprend très vite pourquoi elle porte ce surnom. Voici des épines d'acacia. Le professeur Martin Heil les connaît bien. Il étudie ce qui est peut-être le meilleur système de défense du monde végétal, celui des acacias, qui poussent jusqu'à la plage. Leurs épines pointues constituent une arme de dissuasion contre les animaux de pâturage. Mais c'est sans effet contre la voracité des insectes. Ainsi, cet acacia a l'air bien mal en point. Il est dévoré par les insectes et envahi par les plantes grimpantes. À l'évidence, il est sans défense et les hémiptères en profitent. Mais c'est l'une des rares exceptions. Normalement, nous explique Martin, les acacias savent très bien se défendre. Et il nous montre comment. Il suffit de tapoter et de souffler un peu pour les apercevoir.
Les fourmis. Les acacias sont protégés par des fourmis agressives qui ne connaissent pas la peur. Elles s'accrochent et piquent comme des guêpes. Martin en fait la mère expérience. Ses collaborateurs testent l'agressivité des fourmis de manière moins douloureuse. Juan Carlos marque une zone et au centre il fait une entaille qui ne passe pas inaperçue. À l'armée, les sentinelles accourent. Le nombre de fourmis qui arrivent en une minute donne une idée de leur agressivité. Le test est fini. Mais en cas de crise, la réaction se fait plus vive. Une sauterelle s'aventure sur les feuilles de l'acacia. Ce qui provoque l'intervention des gardiennes. Elles mordent l'intruse partout où elles peuvent. Et de préférence, là où il n'y a pas de carapace, aux articulations notamment. Sauf qui peut. Une troupe puissante, mais qui ne travaille pas pour rien. L'acacia offre le gîte et le couvert. Ses épines sont creuses et on trouve suffisamment d'espace à l'intérieur. Un endroit idéal pour élever ses petits. Sec, climatisé et à l'abri des ennemis. L'intérieur des épines est réservé aux fourmis et à leurs larves. Mais l'acacia fait encore plus pour ses gardes du corps. Il sécrète ses corpuscules orangés riches en protéines. Pas facile à détacher, mais avec force et patience, on y arrive. Et hop, dans le creux de l'épine pour nourrir le couvain. L'entrée est étroite, mais à reculons, ça passe. La production de nourriture pour le couvain demande de l'énergie. Mais l'acacia en prend son parti pour récompenser sa troupe d'intervention rapide. Et ce n'est pas tout, il offre aussi à boire. De cette fontaine miniature jaillit sans cesse du nectar. Il contient un sucre spécial, facile à digérer pour les gardiennes. Celles-ci sont si bien nourries qu'elles ne veulent plus rien d'autre. Pas même un morceau de gâteau. L'échantillon de Juan Carlos est jaugé avant d'être évacué. Même le sucre ne suscite pas le moindre intérêt. On jette. Grain après grain. Seul le dernier reste un peu plus longtemps. Pour Brian, le caméraman, les fourmis gardiennes représentent un défi, tellement elles sont petites et véloces. En plus, le vent ne lui facilite pas le travail. Pour stabiliser un peu les branches, il les attache au pied de la caméra. L'image est plus stable, du moins pour le moment. Les cordes de Brian ont alerté les forces de sécurité.
Et il devient urgent de couper les cordes. Les fourmis sont allergiques aux cordes, sarments et autres liserons. Bref, tout ce qui s'apparente à une plante grimpante. Elles enfoncent leurs mandibules dans la tige jusqu'à ce qu'elle s'ouvre et se vide de sa sève. Cette jeune pousse de haricot n'aurait pas dû s'aventurer sur un acacia. L'arbre est surveillé 24 heures sur 24. La mort annoncée d'une plante grimpante. Des feuilles immaculées, ni sarment ni liseron. La stratégie de défense de l'acacia est payante, y compris pour ses gardiennes et pensionnaires. Se défendre, c'est bien, mais se reproduire, c'est indispensable. Les animaux, c'est bien connu, s'accouplent. Chez nombre d'espèces aquatiques, le contact physique n'est pas forcément une obligation. La femelle offre ses ovules, le mâle donne ses spermatozoïdes, l'essentiel, c'est que les gènes s'assemblent. Les plantes aussi ont des rapports sexuels pour se reproduire. Ce n'est pas simple quand le partenaire est loin et inaccessible. Les fleurs surmontent la distance grâce à des courriers volants pour lesquels elles créent des plateformes d'atterrissage aux couleurs chatoyantes. Leur forme diffère, mais en gros, elles mettent à disposition des récipients avec du pollen. La scabieuse les place sur de petites tiges, prêts à être expédiées. Les fleurs permettent les rapports sexuels à distance. Les grains de pollen contiennent en effet les gènes mâles, les spermatozoïdes pour ainsi dire, prêts à être enlevés. Le premier courrier s'approche. Une fois chargé de pollen, il s'en va butiner la fleur suivante. Ici, le stigmate femelle attend de recueillir le pollen, un acte d'amour à l'intérieur de la fleur. Autre courrier, autre commanditaire. Cette églantine donne le pollen. Celle-là le recueille sur son stigmate femelle. Quand on ne peut pas livrer soi-même son matériel héréditaire, il faut l'expédier et s'acquitter des frais. Les insectes reçoivent du nectar pour leurs bons et loyaux services. En somme, un échange de bons procédés. Mais toutes les plantes ne sont pas aussi généreuses. Le documentariste Karl-Heinz Baumann a une longue nuit devant lui. Il voudrait observer l'arôme et ses obscures machinations. Le spadis, l'épi enveloppé d'une feuille encornée, aurait des vertus calorifères. Pour le vérifier, Karl-Heinz a apporté une caméra infrarouge qu'il braque sur l'arôme. En effet, le spadis s'illumine à l'image infrarouge. Il affiche 10 degrés de plus que la température ambiante. Et comme le constate Karl-Heinz, il ne sent pas la rose, ou plus exactement, il pue. Une odeur de pourriture et d'excréments. La chaleur répand l'odeur pestilentielle dans la prairie, ce qui a le don d'attirer les mouches papillons et autres petits insectes. Mais ceux-ci finissent par glisser au fond.
sans espoir de s'en sortir car les parois sont lisses et infranchissables. La seule zone sûre est une espèce de grappe. Ce sont les stigmates femelles de la rome qui produisent des gouttelettes sucrées. Les mouches prisonnières doivent y goûter pour se défaire de leur pollen, si tant est qu'elles en aient apporté. La rome veut avoir des rapports sexuels, en plein milieu de la nuit. Karl-Heinz a percé une ouverture dans la paroi et à travers un endoscope, il observe l'activité qui règne dans la prison. Au-dessus de la zone des stigmates, une sorte de panier suspendu commence à bouger. Du pollen jaillit et coule vers le bas. Des pluies jaunes s'abattent sur les prisonnières qui sont alors saupoudrées de pollen de la tête aux pieds. Le lendemain matin, Karl-Heinz découvre ce que la rome avait derrière la corolle. Son endoscope lui montre que la porte de la prison est ouverte. Les parois de la plante sont devenues praticables. Les prisonnières sont relâchées et chacune porte du pollen. Enfin libres, les mouches se dirigent là où l'odeur est la plus forte. Le spadis chaud de la rome voisin attend ses pollinisateurs. L'homme n'est pas insensible non plus. Il réagit immédiatement au charme de son espèce. Les signes érotiques utilisent tous les canaux sensoriels. Il titille l'œil, stimule le toucher, envoûte l'ouïe, exhale des odeurs à peine perceptibles. Une explosion d'essence qui se joue de notre conscient. Certaines images sur papier glacé font office de stimuli. Mais l'homme n'est pas le seul à se leurrer. À quelques centaines de mètres dans les terres, on trouve d'étranges orchidées. Elles aussi sont alléchantes. Les scolies mâles sortent de terre avec une seule idée en tête, les femelles. Et la fleur de l'ophrys miroir en a l'apparence. Des ailes déployées, des formes rondes, un parfum sensuel. Pour les scolies, c'est tout simplement irrésistible. Que ce soit vrai ou pas n'a aucune importance. Les mâles accourent et tentent de copuler. Et une fois qu'ils ont pu se poser, ils apprécient les parois velues de l'ophrys. Mais tandis qu'ils ratent leur coup à l'arrière, ils se laissent prendre à l'avant par un paquet de pollen. Puis, ils volent vers la fleur femelle suivante. Les guêpes veulent copuler, les orchidées être fécondées. Ce mâle suit lui aussi son instinct et reçoit quelque chose sur la tête. Ce n'est pas très satisfaisant. Il tente sa chance chez la voisine et lui apporte le bouquet de pollen. Mais tous ses efforts pour assurer sa reproduction ne bénéficient finalement qu'à l'orchidée. Et maintenant, voilà qu'en plus, ils se battent pour leurs fausses femelles. Des combats entre rivaux sont fréquents chez les animaux.
Les étalons se battent pour les juments. Les homards bataillent avec leurs pinces, car les femelles ne prennent que les plus forts. Même les perruches calopsites se transforment en coqs de combat. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les fleurs livrent elles aussi d'âpres combats pour assurer leur descendance. Des combats secrets entre les grains de pollen. Même s'ils collent aux stigmates, ils ne sont pas encore parvenus à destination. Leur matériel génétique doit atteindre l'ovule. Or, celui-ci se trouve bien plus bas, dans l'ovaire, sous la fleur. Pas facile d'arriver jusque-là pour ces grains de pollen collants. Mais ils y parviennent à leur manière. Un fin tube pousse sur chaque grain de pollen. Il descend dans le stigmate et poursuit son chemin vers l'ovule. Les gènes mâles se trouvent dedans, à la pointe. Et il faut les amener à destination le plus vite possible. Une course brutale avec son lot de chicanes et de carambolages. Une véritable épreuve de force. Le premier qui atteint l'ovule a gagné. Il est le seul à pouvoir se reproduire. Sous ces allures paisibles, le monde végétal est le théâtre de combats acharnés. Les fleurs fixent le parcours, les tubes de pollen doivent faire leurs preuves. Le champion est identifié et sa victoire porte ses fruits. Fruits qui portent les germes de vie et arrivent maintenant à maturité. Chez le pissenlit, ce sont les fameuses aigrettes au bas desquelles les semences sont suspendues. Les fruits du bec de grue développent d'étranges appendices. Chez l'impatience, ce sont des capsules. Mais toutes les plantes, y compris la violette, portent en elles leur descendance. Comme les animaux. Tôt ou tard, les jeunes deviennent autonomes et s'en vont. Une évolution nécessaire, sans quoi il y aurait des problèmes de place. Les cigogneaux s'y préparent. Les plantes sont confrontées au même problème. Les jeunes doivent partir quand ils sont mûrs. Le pissenlit les disperse au vent. Le bec de grue, lui, mise sur sa propre force. Ses fruits, aux appendices en spirale, se mettent en branle dès qu'ils touchent le sol. Quand celui-ci est humide, la spirale se déroule. La semence, située à la pointe, avance. Et par temps de pluie, la semence finit par se planter elle-même. Ainsi, l'humidité est un moteur dans le règne végétal. Mais il y a d'autres moyens. Un berger australien, par exemple. Les fruits de bardane se fixent dans ses poils et se propagent au rythme du chien. À l'extérieur des crochets, à l'intérieur des semences. Et grâce à la jeune femme, la propagation gagne encore quelques mètres.
Le fruit de la violette procède comme par magie. Les semences ont brusquement disparu. Au ralenti, on peut voir leur éjection. Elles sont pressées des deux côtés, puis tout bonnement expulsées. Les fruits du concombre sauvage ressemblent à de petites bombes. Ce n'est pas par hasard que le caméraman place une plaque de verre devant son objectif. Il fait preuve d'une précaution extrême pour dégager la vue sur les fruits de concombre. Mais ça ne suffit pas. Il vise toujours les lunettes. À la moindre secousse, le concombre se détache du pied. La sève se projette à 10 mètres à la ronde en emportant les semences. La célèbre impatience réagit au moindre contact. Au ralenti, voilà ce que ça donne. Le déclencheur est une goutte d'eau. La capsule explose d'un coup et catapulte les semences. À quelques mètres seulement. Et c'est une terre nouvelle pour la prochaine génération. Au jeu de la vie, les plantes s'en sortent étonnamment bien. Et elles sont encore loin d'avoir abattu toutes leurs cartes. Et il y a par contre certains mâles quadragénaires qui ont très peur d'avoir abattu toutes les leurs. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, un film d'Yvan Attal réservé aux adultères, dans un instant. Mais toutes les plantes, y compris la violette, portent en elles leur descendance. Comme les animaux. Tôt ou tard, les jeunes deviennent autonomes et s'en vont. Une évolution nécessaire, sans quoi il y aurait des problèmes de place. Les cigogneaux s'y préparent. Les plantes sont confrontées au même problème. Les jeunes doivent partir quand ils sont mûrs. Le pissenlit les disperse au vent. Le bec de grue, lui, mise sur sa propre force. Ses fruits, aux appendices en spirale, se mettent en branle dès qu'ils touchent le sol. Quand celui-ci est humide, la spirale se déroule. La semence, située à la pointe, avance. Et par temps de pluie, la semence finit par se planter elle-même. Ainsi, l'humidité est un moteur dans le règne végétal. Mais il y a d'autres moyens. Un berger australien, par exemple.
Les fruits de bardane se fixent dans ses poils et se propagent au rythme du chien. À l'extérieur des crochets, à l'intérieur des semences. Et grâce à la jeune femme, la propagation gagne encore quelques mètres. Le fruit de la violette procède comme par magie. Les semences ont brusquement disparu. Au ralenti, on peut voir leur éjection. Elles sont pressées des deux côtés, puis tout bonnement expulsées. Les fruits du concombre sauvage ressemblent à de petites bombes. Ce n'est pas par hasard que le caméraman place une plaque de verre, mais l'acacia fait encore plus pour ses gardes du corps. Il sécrète ses corpuscules orangés riches en protéines. Pas facile à détacher, mais avec force et patience, on y arrive. Et hop, dans le creux de l'épine pour nourrir le couvain. L'entrée est étroite, mais à reculons, ça passe. La production de nourriture pour le couvain demande de l'énergie. Mais l'acacia en prend son parti pour récompenser sa troupe d'intervention rapide. Et ce n'est pas tout, il offre aussi à boire. De cette fontaine miniature jaillit sans cesse du nectar. Il contient un sucre spécial, facile à digérer pour les gardiennes. Celles-ci sont si bien nourries qu'elles ne veulent plus rien d'autre. Pas même un morceau de gâteau. L'échantillon de Juan Carlos est jaugé avant d'être évacué. Même le sucre ne suscite pas le moindre intérêt. On jette. Grain après grain. Seul le dernier reste un peu plus longtemps. Pour Brian, le caméraman, les fourmis gardiennes représentent un défi, tellement elles sont petites et véloces. En plus, le vent ne lui facilite pas le travail. Pour stabiliser un peu les branches, il les attache au pied de la caméra. L'image est plus stable, du moins pour le moment. Les cordes de Brian ont alerté les forces de sécurité. Et il devient urgent de couper les cordes qui sont alléchantes. Les scolis mâles sortent de terre avec une seule idée en tête, les femelles. Et la fleur de l'Ophrys miroir en a l'apparence. Des ailes déployées, des formes rondes, un parfum sensuel. Pour les scolis, c'est tout simplement irrésistible. Que ce soit vrai ou pas n'a aucune importance. Les mâles accourent et tentent de copuler. Et une fois qu'ils ont pu se poser, ils apprécient les parois velues de l'Ophrys.
Mais tandis qu'ils ratent leur coup à l'arrière, ils se laissent prendre à l'avant par un paquet de pollen. Puis, ils volent vers la fleur femelle suivante. Les guêpes veulent copuler, les orchidées être fécondées. Ce mâle suit lui aussi son instinct et reçoit quelque chose sur la tête. Ce n'est pas très satisfaisant. Il tente sa chance chez la voisine et lui apporte le bouquet de pollen. Mais tous ses efforts pour assurer sa reproduction ne bénéficient finalement qu'à l'orchidée. Et maintenant, voilà qu'en plus, ils se battent pour leur fausse femelle. Des combats entre rivaux sont fréquents chez les animaux. Les étalons se battent pour les juments. Les homards bataillent avec leurs pinces, car les femelles ne prennent que les plus forts. Même les perruches calopsites se transforment en coqs de combat. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les fleurs livrent elles aussi d'âpres combats pour assurer leur descendance. Des combats secrets entre les grains de pollen. Même s'ils collent aux stigmates, ils ne sont pas encore parvenus à destination. Leur matériel génétique doit atteindre l'ovule. Or, celui-ci se trouve bien plus bas, dans l'ovaire, sous la fleur. Pas facile d'arriver jusque-là pour ces grains de pollen collants. Mais ils y parviennent à leur manière. Un fin tube pousse sur chaque grain de pollen. Il descend dans le stigmate et poursuit son chemin vers l'ovule. Les grands animaux dévorent les petits. Chaque ressource alimentaire est exploitée au maximum. Il en va autrement pour les plantes. Elles produisent de l'énergie rien qu'avec la lumière du soleil. Et vont chercher dans l'air et dans le sol ce dont elles ont encore besoin pour se nourrir. Par exemple, l'azote et d'autres minéraux. Du moins, en temps normal. Voici un cas d'urgence, même si ça n'en a pas l'air. Cet étang semble idyllique, l'eau regorge de vie. Mais le sol est pauvre en minéraux. Un désastre pour les plantes. L'utriculaire jaune s'est frayé un chemin entre les feuilles de nénuphar. Elle dévore des animaux aquatiques. Dans l'eau, ces feuilles hérissées utilisent la lumière du soleil comme toutes les plantes. Mais elles sont munies d'utricules. Et elles mènent la vie dure aux daphnies alentour. Brusquement, celles-ci sont prises au piège. Vous venez de voir la plante la plus rapide du monde. Mais revoyons la scène au ralenti. La daphnie touche un des poils hérissés, l'utricule se dilate presque imperceptiblement et aspire sa proie. À l'intérieur, des enzymes de digestion sont sécrétées. En 2 heures, les proies sont décomposées et les minéraux disponibles. L'utriculaire a adopté des habitudes animales et elle n'est pas la seule. Les forêts marécageuses de Bornéo abritent la plante la plus vorace du monde. Ici-bas, les averses quotidiennes charrient quantité de nutriments au sol. La plante tueuse est censée capturer 6000 insectes par heure. Cela paraît impossible. Mais Marlis et Denis Merbach, tous les deux biologistes, ont percé son secret. Les plantes carnivores poussent à foison.
Dans les arbres, leurs calices ressemblent à des gobelets et au sol à de petites auges remplies de sucs digestifs. Son espèce. Les signes érotiques utilisent tous les canaux sensoriels. Ils titillent l'œil, stimulent le toucher, envoûtent l'ouïe, exhalent des odeurs à peine perceptibles. Une explosion d'essence qui se joue de notre conscient. Certaines images sur papier glacé font office de stimuli. Mais l'homme n'est pas le seul à se leurrer. À quelques centaines de mètres dans les terres, on trouve d'étranges orchidées. Elles aussi sont alléchantes. Les scolis mâles sortent de terre avec une seule idée en tête, les femelles. Et la fleur de l'ophrys miroir en a l'apparence. Des ailes déployées, des formes rondes, un parfum sensuel. Pour les scolis, c'est tout simplement irrésistible. Que ce soit vrai ou pas n'a aucune importance. Les mâles accourent et tentent de copuler. Et une fois qu'ils ont pu se poser, ils apprécient les parois velues de l'ophrys. Mais tandis qu'ils ratent leur coup à l'arrière, ils se laissent prendre à l'avant par un paquet de pollen. Puis, ils volent vers la fleur femelle suivante. Les guêpes veulent copuler, les orchidées être fécondées. Ce mâle suit lui aussi son instinct et reçoit quelque chose sur la tête. Ce n'est pas très satisfaisant. Il tente sa chance chez la voisine et lui apporte le bouquet de pollen. Mais tous ses efforts pour assurer sa reproduction ne bénéficient finalement qu'à l'orchidée. Et maintenant, voilà qu'en plus, ils se battent pour leur fausse femelle. Des combats entre rivaux sont fréquents chez les animaux. Les étalons se battent pour les juments. Les homards bataillent avec leurs pinces, car les femelles ne prennent que les plus forts. La jeune vesse des haies utilise en outre son toucher pour grimper en spirale. En haut, il y a plus de lumière, et la lumière est synonyme d'énergie. Si elles arrivent à se frayer un chemin vers le haut, elles ne sont cependant pas au bout de leur peine. L'éléphanteau se débrouille très bien avec la gravité. Mais pour le moment, il a une très grosse faim et pour cela, il s'en remet à sa trompe. Elle flaire le bon lait dont il a besoin pour calmer sa faim, comme tout jeune mammifère qui se respecte. Seuls les animaux semblent être en mesure de trouver de la nourriture de cette manière. Mais c'est sans compter avec la cuscute qui, elle, s'attaque aux tomates. Nous sommes dans les serres de l'université de Pennsylvanie. Sous l'œil attentif des scientifiques, la cuscute nous montre de quoi elle est capable en envahissant tout simplement un plant de tomates. Consuelo de Moraes et son équipe de chercheurs observent religieusement comment elle tire les ficelles.
et comment elles forment des fleurs et des capsules. Tout ce dont elle a besoin provient des tiges de tomates. Elle les perfore et les suce. Un véritable parasite. Sans tomates, elle serait condamnée. Mais comment cela commence-t-il? Comment un petit germe de cuscute trouve-t-il sa première tomate? Par hasard? Les scientifiques font le test, puis passent la séquence en accéléré. Le germe se dirige résolument vers le plant de tomate. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Prise d'assaut réussie. Désormais, la cuscute peut se nourrir exclusivement de la sève de la tomate. Mais on ne sait toujours pas comment le germe a atteint son but. Pour Consuelo, c'est la question cruciale. Le problème de la... Mais revoyons la scène au ralenti. La Daphnie touche un des poils hérissés, l'utricule se dilate presque imperceptiblement et aspire sa proie. À l'intérieur, des enzymes de digestion sont sécrétées. En 2 heures, les proies sont décomposées et les minéraux disponibles. L'utriculaire a adopté des habitudes animales et elle n'est pas la seule. Les forêts marécageuses de Bornéo abritent la plante la plus vorace du monde. Ici-bas, les averses quotidiennes charrient quantité de nutriments au sol. La plante tueuse est censée capturer 6000 insectes par heure. Cela paraît impossible. Mais Marlis et Tony Merbach, tous les deux biologistes, ont percé son secret. Les plantes carnivores poussent à foison. Dans les arbres, leurs calices ressemblent à des gobelets et au sol à de petites auges remplies de sucs digestifs. Des népenthes à perte de vue. Les insectes vivent dangereusement dans cette forêt. La paroi est lisse, impossible de s'échapper. Des pièges sont tendus à tous les étages de la forêt. Ils divergent dans la forme, mais utilisent la même tactique. Attirer les insectes avec des couleurs chatoyantes et du nectar. Nectar que la plante recouvre d'un film glissant. Marlis Merbach connaît bien les népenthes. Mais là, c'est la surprise. Denis, regarde, il y a un tétard, viens. Tu le vois? Comment le petit animal se retrouve-t-il là? Et comment résiste-t-il au suc digestif? La plante la plus vorace au monde, la voici. Népenthes albomarginata. Littéralement, Népenthes à bord blanc. À notre grande déception, elle a l'air inoffensive et n'a récolté qu'un maigre butin. La plante d'à côté ne fait guère mieux, du moins en apparence. Végétal est le théâtre de combats acharnés. Les fleurs fixent le parcours, les tubes de pollen doivent faire leurs preuves. Le champion est identifié et sa victoire porte ses fruits. Fruits qui portent les germes de vie et arrivent maintenant à maturité. Chez le pissenlit, ce sont les fameuses aigrettes au bas desquelles les semences sont suspendues.
Les fruits du bec de grue développent d'étranges appendices. Chez l'impatience, ce sont des capsules. Mais toutes les plantes, y compris la violette, portent en elles leur descendance. Comme les animaux. Tôt ou tard, les jeunes deviennent autonomes et s'en vont. Une évolution nécessaire, sans quoi il y aurait des problèmes de place. Les cigogneaux s'y préparent. Les plantes sont confrontées au même problème. Les jeunes doivent partir quand ils sont mûrs. Le pissenlit les disperse au vent. Le bec de grue, lui, mise sur sa propre force. Ses fruits, aux appendices en spirale, se mettent en branle dès qu'ils touchent le sol. Quand celui-ci est humide, la spirale se déroule. La semence, située à la pointe, avance. Et par temps de pluie, la semence finit par se planter elle-même. Ainsi, l'humidité est un moteur dans le règne végétal. Mais il y a d'autres moyens. Un berger australien, par exemple. Les fruits de bardane se fixent dans ses poils et se propagent au rythme du chien. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Jens place la racine en position transversale. Pour lui, ce n'est qu'une simple manipulation. Pour la racine, c'est une situation complètement nouvelle. Et ces statolites réagissent sans tarder. Ils suivent la pesanteur et entraînent la racine vers le bas. Sa paroi supérieure pousse plus vite que sa paroi inférieure, ce qui forme une courbe parfaite. Et il en va ainsi jusqu'à ce que tout soit rentré dans l'ordre et que les statolites aient retrouvé leur place. Les plantes s'orientent donc selon la gravité. Cela vaut pour la racine comme pour la tige, mais l'une et l'autre poussent en sens inverse. La jeune vesse des haies utilise en outre son toucher pour grimper en spirale. En haut, il y a plus de lumière, et la lumière est synonyme d'énergie. Si elles arrivent à se frayer un chemin vers le haut, elles ne sont cependant pas au bout de leur peine. L'éléphanteau se débrouille très bien avec la gravité. Mais pour le moment, il a une très grosse faim et pour cela, il s'en remet à sa trompe. Elle flaire le bon lait dont il a besoin pour calmer sa faim, comme tout jeune mammifère qui se respecte. Seuls les animaux semblent être en mesure de trouver de la nourriture de cette manière. Mais c'est sans compter avec la cuscute qui, elle, s'attaque aux tomates. Nous sommes dans les serres de l'université de Pennsylvanie. Sous l'œil attentif des scientifiques, la cuscute nous montre de quoi elle est capable en envahissant tout simplement un plant de tomates. Consuelo de Moraes et son équipe de chercheurs observent religieusement comment elle tire les ficelles et comment elle forme des fleurs et des capsules.
Tout ce dont elle a besoin provient des tiges de tomates. Elle les perfore et les suce. Un véritable parasite. Sans tomates, elle serait condamnée. Il sécrète ces corpuscules orangés riches en protéines. Pas facile à détacher, mais avec force et patience, on y arrive. Et hop, dans le creux de l'épine pour nourrir le couvain. L'entrée est étroite, mais à reculons, ça passe. La production de nourriture pour le couvain demande de l'énergie. Mais l'acacia en prend son parti pour récompenser sa troupe d'intervention rapide. Et ce n'est pas tout, il offre aussi à boire. De cette fontaine miniature jaillit sans cesse du nectar. Il contient un sucre spécial, facile à digérer pour les gardiennes. Celles-ci sont si bien nourries qu'elles ne veulent plus rien d'autre. Pas même un morceau de gâteau. L'échantillon de Juan Carlos est jaugé. Avant d'être évacué. Même le sucre ne suscite pas le moindre intérêt. On jette. Grain après grain. Seul le dernier reste un peu plus longtemps. Pour Brian, le caméraman, les fourmis gardiennes représentent un défi, tellement elles sont petites et véloces. En plus, le vent ne lui facilite pas le travail. Pour stabiliser un peu les branches, il les attache au pied de la caméra. L'image est plus stable, du moins pour le moment. Les cordes de Brian ont alerté les forces de sécurité. Et il devient urgent de couper les cordes.